Vous écoutez l'ORTM, il est 13h. Le journal Siaka Konaté. Mali Actualité, deuxième édition, le titre. Premier conseil des ministres hier du gouvernement général des divisions Ablaye Maïga, le président de la transition générale d'armée Assimi Goïta a remis à la nouvelle équipe gouvernementale sa feuille de route déclinée en 8 points avec la priorité accordée à la sécurité, à suivre un extrait de son intervention en début d'édition. Au Niger, reddition des combattants du Front patriotique pour la libération et du mouvement pour la justice et la réhabilitation au Niger, ils ont remis hier aux autorités un impressionnant arsenal d'armes de guerre et une quinzaine de véhicules. Sport football avec les compétitions africaines des clubs, le Stade malien de Bamako démarre bien la phase de poule de la Coupe de la Confédération en s'imposant hier 2-0 devant les Sud-Africains de Stellenbosch. La leçon de phare du jour porte sur le beach handball. Al-Hassan, ancien membre de la police islamique de Tombouctou, entre mai 2012 et janvier 2013, est désormais fixé sur son sort. La Cour pénale internationale l'a condamné la semaine dernière à 10 ans de prison pour crimes contre l'humanité et crimes de guerre, plus de précisions dans la chronique judiciaire en fin d'édition. Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue dans cette édition, mise en œuvre par Almata Ouattara, mise en ligne par Sékou Traoré. Le nouveau gouvernement dirigé par le général de division Ablaye Maïga a tenu hier son premier conseil des ministres. Un seul point était à l'ordre du jour, les orientations du président de la transition, le général d'armée Assimi Goïta pour la bonne conduite de l'action publique, une feuille de route qui concerne 5 domaines prioritaires dont la sécurité. À la nouvelle équipe de 28 membres, le président Goïta a adressé ses félicitations et rappelé que les recommandations des assises nationales de la refondation et du dialogue intermalien constituent la boussole de l'action gouvernementale. Je vous propose d'écouter le président de la transition au cours de ce premier conseil des ministres, des propos recueillis par Sira Bachili. Le 21 novembre dernier, je vous ai nommé en qualité de Premier ministre, chef de gouvernement. Je tiens à vous adresser mes chaleureuses félicitations pour la confiance placée en vous en raison de vos compétences techniques et de vos qualités humaines. Votre nomination à cette importante fonction intervient dans un contexte de réformes majeures engagées par notre pays. Il me paraît donc essentiel, au moment où vous commencez votre mission, d'en préciser les orientations fondamentales en me fondant sur les attentes légitimes du peuple Mali. Les préoccupations estimées par notre peuple au cours des assises nationales de la recondation et du dialogue intermalien constituent la boussole de notre action. Ces préoccupations et enfin l'objet et recommandations sont relatives essentiellement aux questions de défense et de sécurité, de gouvernance et de développement. Faute du soutien indéfectible du peuple Mali, les autorités de la transition ont entrepris d'importantes réformes qui ont déjà produit des résultats tangibles dans différents secteurs. Je vous engage à consolider les acquis puis à poursuivre les réformes entamées en apportant une attention particulière à un certain nombre de questions qui sont déterminantes. En premier lieu, vous renforcerez les actions dans le domaine de la défense et de la sécurité. Les forces armées et de sécurité et constituent les remparts pour l'intégrité et la stabilité de l'État. Dans le même temps, la sécurité est le gage pour tout développement et toute vie harmonieuse en société. Les efforts déployés pour renforcer les forces armées et de sécurité en termes d'équipement, de formation et d'amélioration des conditions de vie doivent être poursuivis et intensifiés. Les victoires éclatantes sur les groupes armés terroristes et la reconquête de l'intégrité de notre territoire prouvent à suffisance la pertinence et l'efficacité de notre nouvelle politique de défense. Vous verrez à poursuivre la réforme de la justice pour lutter encore plus efficacement contre la corruption et les atteintes aux biens publics. Vous apporterez une attention soutenue au développement des infrastructures énergétiques et des transports, ainsi qu'aux technologies de l'information et de la communication.
Vous devez également poursuivre les actions dans le sens de l'amélioration du système éducatif et de la gestion de la problématique de l'emploi, notamment celui des jeunes. Notre pays a besoin de citoyens intègres et soucieux de travailler avec abnégation pour l'intérêt général. Vous renforcerez les actions visant à inculquer nos valeurs sociétales aux jeunes et cultiver en eux des sentiments patriotiques. Vous allez veiller au renforcement des relations de coopération avec les partenaires respectifs de notre souveraineté, au renforcement et à la synergie d'action de notre diplomatie pour défendre nos positions sur la scène internationale, à la protection des Maliens établis à l'extérieur. Aujourd'hui, notre peuple a décidé de lier son destin à celui des deux frères du Burkina Faso et du Niger en créant ensemble la Confédération des États du Sahel. Nous devons être à la hauteur de la confiance placée en notre pays avec la désignation de son chef de l'État en qualité de président de la Confédération pour sa première année d'existence. Je tiens à rappeler que l'objectif des autorités de la transition est de doter notre pays d'institutions légitimes et fortes. Ainsi, je vous exhorte à créer toutes les conditions nécessaires à l'organisation d'élections transparentes et apaisées qui devront mettre un terme à la transition. Audience à la primature où le Premier ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation, a reçu hier en audience le nouveau chef de mission de l'Organisation internationale des migrations au Mali. Les entretiens ont porté sur la vision et les orientations du gouvernement du Mali en matière de gouvernance de la migration. L'audience s'est déroulée en présence du ministre des Maliens établi à l'extérieur et de l'intégration africaine, Boubacar Sébou. À sa sortie d'audience, est interrogé par Mamadi Kone et Aliou Touré. Pour moi, c'est aussi l'opportunité de pouvoir venir prendre les orientations et les conseils de son Excellence, Monsieur le Premier ministre, dans le domaine de la gouvernance et de la gestion des migrations. Très satisfait donc de nos entretiens et la vision ainsi que les priorités du gouvernement en matière de migration sont très claires. Notre organisation est déjà alignée sur ces priorités, mais nous continuons véritablement à travailler dans ce sens. De faire en sorte que la migration soit un choix, de faire en sorte que les migrations s'effectuent en bon ordre et dans le respect de la dignité humaine. Et je pense que le Mali a des traditions d'accueil déjà des étrangers qui est assez exemplaire. Et je pense que toute chose qui facilite ma mission ici, le Mali aussi regorge d'une diaspora extrêmement importante et qui constitue aussi un levier pour le développement du pays, d'appuyer le gouvernement dans sa vision et dans ses stratégies en matière de migration. Clôture de l'atelier d'évaluation du pacte de stabilité sociale et de croissance, les représentants des syndicats de travailleurs, du patronat et du gouvernement ont fait le point de mise en œuvre de ce document signé en août 2023. Il ressort des échanges que certains points de blocage dans la mise en œuvre des accords ont été levés. Cependant, le processus dans son ensemble connaît une certaine timidité. C'est ce que nous dit Tchamoka Konati. Sa signature remonte au 25 août 2023 entre l'État, le patronat et les syndicats des travailleurs. Il s'agit du pacte de stabilité sociale et de croissance. À la faveur de cet atelier de 2 jours qui connaît ainsi son épilogue, les partis ont procédé à une évaluation sans complaisance du document. Toutefois, la mise en œuvre des engagements connaît une certaine timidité, d'où une série de résolutions à l'issue des travaux. Moussa Cheikh Kamia, rapporteur. Renforcer les capacités institutionnelles du ministère du Travail, de la fonction publique et du dialogue social. Transmettre aux différentes parties le rapport final de la commission de traitement et d'évaluation des procès-verbaux. Organiser l'atelier de validation du rapport final de la commission de traitement et d'évaluation des procès-verbaux. Faire un suivi régulier du respect de la liberté syndicale. Mamadou Konta, secrétaire général du ministère du Travail, de la fonction publique et du dialogue social. Rarement, on a constaté une accalmie du monde social. De féliciter d'abord les uns et les autres pour ce sursaut national. Parce que pour pouvoir y arriver, il faut être vraiment des patriotes convaincus. Parce que sans accalmie, il n'y a pas de développement. Il s'agira donc pour les partis de maintenir cette dynamique pour faire du développement une réalité. Les chemins étant déjà balisés, chacun à son niveau doit y travailler dans l'unique but de continuer à apaiser le climat social. Géopolitique et développement en Afrique, défis et perspectives, c'est le thème de la 2e édition du colloque international
en hommage à Feu Karamoko Kane, décédé en 2014. Les participants à ce colloque vont présenter leurs travaux en plénière, ateliers et tables rondes sur certaines thématiques telles que les devenirs du continent face au terrorisme et la criminalité transfrontalière, l'immigration de la jeunesse, les questions de gouvernance, la santé, l'éducation, les mutations technologiques et l'environnement, entre autres. Reportage Mamadou Fani. Le monde de la recherche universitaire du Mali rend hommage à l'un de leurs qui a marqué de son vivant plusieurs générations d'étudiants et d'enseignants-chercheurs. Il s'agit de Feu Karamoko Kane, dont les œuvres continuent d'être célébrées à l'occasion de la 2e édition du colloque international dédié en sa mémoire. Ce colloque en hommage à Feu Karamoko Kane est une rencontre d'échange et de partage entre différents participants nationaux et étrangers. Professeur Boubacar Sanogo, doyen de la faculté des sciences économiques et de gestion de Bamako. L'objectif de cet événement est de créer un cadre de concertation, d'échange autour des questions de développement et de géopolitique en Afrique. Il s'agit d'un événement qui vise à rassembler les chercheurs en sciences sociales et de gestion dans un contexte d'insécurité et de terrorisme entretenu par les forces maléfiques en Afrique en général et au Mali en particulier. Professeur Mamadou Koumaré, recteur de l'Université des sciences sociales et de gestion de Bamako. Le thème du présent colloque, intitulé Géopolitique et développement en Afrique, est un thème d'actualité qui n'intéresse pas seulement les autorités de ce pays sur de l'Afrique, mais également le monde scientifique. Durant 2 jours, les participants échangeront sur plusieurs panels qui étaient chers aux défunts et plusieurs articles qu'il a partagés et publiés de son vivant. Professeur Moussa Tangara, secrétaire général du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. Nous avons bon espoir que le cadre offert par cet événement scientifique de portée internationale vous permettra de faire des propositions et recommandations pertinentes pour relever ces défis ô combien importants, tout en redéfinissant la place et le rôle du continent dans ces bouleversements mondiaux. Feu Karamoko Kane a été un professeur d'université exemplaire et un modèle pour plusieurs générations de chercheurs, de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar en passant par le Burkina, la Guinée, le Zimbabwe. Les témoignages des parents, amis, collègues et anciens étudiants laissent apparaître la dimension internationale de l'homme pétri de qualités humaines. Un trophée de reconnaissance a été remis à la famille à titre posthume pour saluer son engagement et son dévouement pour la qualité de l'enseignement au Mali. Les agents de la Direction générale du commerce et de la concurrence se forment à Bamako. C'est là pour maîtriser les méthodes de lutte contre le blanchiment des capitaux et de lutte contre le financement du terrorisme. La session est organisée par la cellule nationale de traitement des informations financières. Plus de détails avec Batraoui. Le spécialiste des questions financières définit le blanchiment d'argent comme tout moyen de légaliser ou de légitimer des fonds à origine illicite. Le système présente beaucoup de dangers pour l'économie nationale, d'où cette session de formation initiée par la CENTIF, cellule nationale de traitement des informations financières. Amara Doumbia, expert à la CENTIF. Les délinquants au col blanc ou les criminels procèdent à des transformations pour donner une origine licite à leurs produits de crime. Nous voyons que si l'argent sale est injecté dans l'économie, ça nuit à l'économie d'abord, ça freine le développement. Selon les données du rapport de l'évaluation des risques, les secteurs les plus exposés au fléau sont les agences de voyage et de tourisme, les mines et l'immobilier. Adama Yoro Sidibé, secrétaire général du ministère de l'Industrie et du Commerce. La lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme est au cœur des priorités nationales. Les menaces que pose le terrorisme et les réseaux d'activités criminelles connexes, les fortes attentes exprimées par la société face à la délinquance économique et financière et la nécessité de préserver l'intégrité du système financier national constituent des enjeux majeurs. La session de formation de 2 jours se tient à l'intention des agents de la Direction générale du commerce et de la concurrence et des agents des services assujettis. À l'étranger, au Niger, une centaine de membres de 2 groupes rebelles déposent les armes. Ils se sont rendus hier aux autorités au cours d'une cérémonie qui s'est déroulée dans la ville d'Agadez, dans le centre du pays. Les ex-rebelles ont remis un impressionnant arsenal d'armes de guerre
et une quinzaine de véhicules. Ces combattants appartiennent au Front Patriotique de Libération, FPL, créé en soutien au président déchu Mohamed Bazoum et au mouvement pour la justice et la réhabilitation au Niger. Les redditions des membres du FPL ont commencé au début de novembre, quand 9 d'entre eux, dont son porte-parole, Idrissa Madaki, ont déposé les armes. Au Sénégal, le Conseil constitutionnel a validé la large victoire du PASTEF aux élections législatives. Le parti du Premier ministre Ousmane Sonko obtient 130 sièges sur 165, ce qui lui donne une marge de manœuvre pour mettre en œuvre ces réformes. La coalition de l'ancien président Macky Sall se contente de 16 sièges, celle de l'ancien Premier ministre Amadouba, 7 sièges. Le Sénégal, c'est aussi la fermeture temporaire de l'université de Ziguinchor en Casamance et la dissolution des organisations d'étudiants. Ainsi en ont décidé les autorités scolaires après les heurts ces derniers jours entre les étudiants et les forces de l'ordre. Les étudiants réclament de meilleures conditions d'études et de vie et l'achèvement d'un certain nombre de chantiers en cours. En Namibie, on votait hier pour l'élection présidentielle, mais les opérations de vote se poursuivent ce matin dans certaines localités. Pénurie de bulletins, panne des tablettes servant à vérifier l'identité des électeurs sont entre autres raisons évoquées par la commission électorale pour expliquer cette prolongation. Selon les observateurs, la candidate du parti au pouvoir SWAPO, Netumbo Nandi Ndaïwa, en position de devenir la première femme présidente du pays, pourrait être contrainte à un second tour. En Somalie, un tribunal de Mogadiscio a lancé hier un mandat d'arrêt contre le président de l'État du Jubaland, Ahmed Madob, au lendemain de sa réélection pour un troisième mandat, un mandat de trop pour le gouvernement fédéral qui l'accuse d'atteinte à l'unité nationale. Ahmed Madob a été élu lundi dernier par le Parlement régional du Jubaland, un processus jugé illégal par Mogadiscio qui estime qu'il n'était plus éligible après ses 2 mandats. États-Unis, le président élu Donald Trump a nommé un émissaire pour mettre fin au conflit entre la Russie et l'Ukraine. Il s'agit du général à la retraite Keith Kellogg, âgé de 80 ans. Cet homme peu connu du grand public a brièvement présidé le Conseil de sécurité nationale, le cabinet de politique étrangère de la Maison-Blanche, lors du premier mandat de Donald Trump. Le général Kellogg avait déjà appelé au printemps dernier à reporter l'adhésion de l'Ukraine à l'OTAN pour une période prolongée afin de convaincre le président russe Vladimir Poutine de participer pour parler de paix. On se rappelle, lors de sa campagne, Donald Trump a promis de mettre fin en 24 heures au conflit entre la Russie et l'Ukraine qui a commencé en février 2022. Nous entamons la page sport de cette édition essentiellement consacrée au football. En Europe, fin hier de la 5e journée des matchs de poule de la Ligue des Champions sur le continent, préparatifs de la CAN féminine 2025, les Aigles Dames sont au Maroc pour 2 matchs amicaux. En Coupe CAF, le stade malien de Bamako démarre bien la phase de poule à domicile en battant 2-0 le Sud-Africain de Stellenbosch. Le point de l'actualité sportive, c'est avec Abdulkarim Kaba. Le stade malien de Bamako a parfaitement lancé sa campagne en phase de groupe de la Coupe de la Confédération saison 2024-2025. Opposés aux Sud-Africains de Stellenbosch FC, les Blancs de Bamako se sont imposés 2-0 ce mercredi au stade du 26 mars de Rimadio. L'entraîneur de Stellenbosch FC, Steve Robert Barker, est déçu du score qui ne reflète pas la physionomie de la rencontre selon lui. Il l'a dit au micro de Famour Djourti. Je peux vous dire effectivement que je suis très déçu du résultat parce qu'il ne reflète pas forcément la physionomie du match. Mais il faut dire aussi que nous n'avons pas joué à notre meilleur niveau. Nous n'avons pas pu apporter la solution que nous voulions par rapport à ce match-là et c'est ce qui fait que nous sommes un petit peu déçus. Quant à Mamoudou Kane Mourlé, l'entraîneur du Stade malien de Bamako, il s'est dit satisfait de la victoire de son équipe. On a beaucoup souffert. Ils ont été très courageux, très sérieux par rapport à tout ce qu'on a fait. Je pense qu'une compétition africaine, il faut savoir défendre et savoir attaquer. Dans notre rencontre du groupe, la Renaissance Berkane du Maroc s'est imposée par le même score de 2-0 face à Luanda Sul d'Angola. Football toujours, cette fois-ci chez les dames, préparatif de la CAN féminine 2025. Les Aigles Dames sont au Maroc pour 2 matchs amicaux contre le pays hôte, le Maroc, et du Botswana, respectivement samedi 30 novembre prochain contre le Botswana et le 3 décembre prochain contre le Maroc. La CAN féminine 2025, c'est au Maroc au mois de juillet. Les Aigles sont logés dans le groupe C avec l'Afrique du Sud, le Ghana et la Tanzanie. La Ligue des Champions pour terminer, en Europe, la Ligue des Champions s'est poursuivie à la faveur de la 5e journée des matchs de groupe.
Aston Villa et Juventus Turin ont fait match nul, 0 but partout. Bologne a été battu par Lille par le score de 2 buts à 1. Celtic Glasgow et Club Brugge ont fait match nul, 1 but partout. Dynamo Zagreb a été battu à domicile par Dortmund par 0 but contre 3. Liverpool l'emporte par 2 buts à 0 devant le Real de Madrid. Monaco chute à domicile face à Benfica, 2 buts contre 3. PSV Eindhoven l'emporte 3 buts à 2 face à Shakhtar Donetsk. La leçon du sport de ce jeudi nous parle du beach handball, qui est un sport collectif dérivé du handball en salle mais qui se pratique sur du sable. Le terrain était rectangle de 27 mètres sur 12 et le but est de dimensions identiques à celui du handball. Isaac Chinou nous fait découvrir ce sport. Le handball est un sport collectif qui a aujourd'hui des dérivés, à l'image du beach handball, une discipline qui se pratique aujourd'hui au Mali. À quoi consiste le beach hand? Mohamed Lamine Diarra, entraîneur du beach hand au Mali, nous donne des précisions. Le beach hand est un sport collectif dérivé du handball en salle qui joue sur le sable, d'où son nom, beach qui veut dire plage et handball. Si le beach hand oppose deux équipes, tout comme le handball de salle, son terrain a aussi ses particularités. Ça se joue sur un terrain de 27 mètres sur 12 avec 2 6 mètres de chaque côté. Et les 6 mètres sont disposés de part et d'autre. Maintenant, les zones de changement, c'est des zones qui se trouvent à l'extrémité des 27 mètres. Des 27 mètres, chaque équipe choisit sa zone de changement pour les rentrées et sorties. Son temps de jeu est particulier. Le temps de jeu est divisé en 2 grandes parties. On appelle des sets. Le premier set équivaut à 10 minutes. Après le premier set, il y a 5 minutes pour la mi-temps et le deuxième set pour le deuxième temps. Chaque set constitue un point, quel qu'en soit le nombre de buts. Et maintenant, le deuxième set, si c'est l'autre équipe adverse qui le remporte, là, vous avez un set partout. Du coup, il y aura, pour vous départager, il y aura le shoot-out qui consiste à un élément qui se met au niveau des 6 mètres et donne la balle au gardien de but. Et le gardien court vers l'autre but et le gardien de but fait une relance. Et le joueur réceptionne la balle et fait soit un kin-fu, soit il fait un 360 pour marquer. Comme si c'est les pénaltys pour départager les deux équipes. L'équipe est composée de 4 joueurs, nous précise Mohamed Lamine Diarra. Le nombre de joueurs, c'est 4. À l'attaque, l'équipe devient 4 parce qu'en ce moment, l'équipe en offensive, le gardien sort pour un spécialiste. Et le spécialiste, lui, il va compléter l'équipe à 4. Maintenant, c'est ça trouver que l'autre équipe a 3 joueurs de champ et un gardien. Ainsi, la défense sera faite 4 contre 3 plus le gardien. Après avoir marqué, soit après avoir raté, le spécialiste court pour sortir dans sa zone de changement pour que le gardien puisse rentrer. Comme le handball, le nombre de balles à la main est limité à 3. Les buts jugés très facilement. Chronique judiciaire. Le verdict du procès de l'ancien membre de la police islamique de Tombouctou pendant l'occupation est tombé la semaine dernière à la CPI, Cour pénale internationale. Al-Hassan a été condamné à 10 ans de prison. Il est accusé de crimes de guerre et crimes contre l'humanité, des crimes commis entre mai 2012 et janvier 2013. C'était à Tombouctou. La chronique judiciaire porte sur ce verdict. C'est avec Garibou Pérou. Ouvert en juillet 2020, le procès de Al-Hassan Ag Abdul Aziz Ag Mohamed Ag Mahmoud se termine par une condamnation. Membre d'Ansardine, Al-Hassan écope 10 ans d'emprisonnement. C'est la décision de la Chambre de première instance de la Cour pénale internationale. Avant la détermination de cette peine, la Chambre avait évalué la gravité des crimes, y compris les impacts sur les victimes. Les juges de la Chambre de première instance ont estimé que cette peine est proportionnée à la gravité des crimes. Il s'agit des crimes de persécution, de torture, de traitement cruel, d'atteinte à la dignité de la personne, de mutilation et de condamnation prononcée sans procédure régulière. Conformément à une ordonnance de la Cour du 28 mars 2018 au 20 novembre 2024, la Chambre s'est dit favorable de déduire les temps passés en détention de Al-Hassan de la peine. Par contre, elle a rejeté la demande de la défense visant à déduire les temps supplémentaires de ce dernier en détention au Mali depuis avril 2017. Il faut le rappeler que les personnes comme Al-Hassan reconnues coupables des crimes relevant de la compétence de la Cour pénale internationale
purgent leur peine dans un des États parties du statut de Rome. La condamnation de l'ancien membre d'Ansardine jusqu'ici finale, la Cour choisira certainement un État chargé de l'exécution de cette peine. Mais en attendant, Al-Hassan, qui était hier l'élément clé de la police islamique et auteur des crimes à Tombouctou, restera au quartier pénitentiaire de la Cour pénale internationale. C'est la fin de cette édition présentée par Chara Konati avec la collaboration de Ousmane Dao pour la réalisation, Alimata Ouattara pour la mise en onde, Sékou Traoré pour la mise en ligne. Une édition à retrouver sur www.ortm.ml. Restez à l'écoute pour pouvoir suivre les avis et communiquer. Merci de nous avoir suivis et bonne écoute radiophonique.